Les hospitaliers constituent un des ordres militaires ayant existé pendant longtemps, bien plus que les Templiers. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem obtient ses lettres de noblesse et ses membres prennent le nom d'hospitaliers. Bien qu'on les appelle les hospitaliers, ce sont avant tout des guerriers, les guerriers de Dieu. Templiers et hospitaliers patrouillent le long des frontières de la Terre sainte chrétienne. Puis, à l'instar des Templiers, les hospitaliers deviennent un ordre militaire hautement respecté. La fin du XIIIe siècle est une période fatidique pour tous les ordres militaires. En 1291, les Mamelouks s'emparent d'Acre et la Terre sainte retombe aux mains des musulmans. Les hospitaliers et les autres ordres militaires sont obligés de s'adapter au nouveau statu quo. En 1310, ils jettent leur dévolu sur une grande île de la mer Égée, Rhodes. Pour ce faire, ils affrontent d'autres chrétiens de l'Église catholique orientale, mais ils justifient leur acte comme une nécessité de la lutte contre l'islam. Les hospitaliers occuperont Rhodes pendant plus de 200 ans. Mais lorsque les armées ottomanes reviennent à Rhodes en 1522, Dieu abandonne l'ordre de Saint-Jean, qui est chassé de l'île. En 1546, les Ottomans dominent l'est du pourtour méditerranéen. À l'ouest, il n'y a plus qu'un seul obstacle sur leur route, le nouveau fief d'un vieil ennemi au cœur du bassin méditerranéen, l'île de Malte. Malte est devenu le quartier général des chevaliers de Saint-Jean, le fléau de la flotte turque. Au printemps 1565, une armée de 40 000 hommes débarque à Malte. À première vue, les 5000 chevaliers et chrétiens maltais dans la ville n'ont aucune chance. Mais ils sont commandés par un des grands maîtres les plus courageux et les plus charismatiques de l'ordre, Jean Parisot de la Valette. Pour l'Empire ottoman, la défaite à Malte est un revers aussi cuisant qu'inattendu. Pour les chevaliers de Saint-Jean, c'est une victoire incroyable fêtée dans toute l'Europe. Si les chevaliers de Saint-Jean ne gouvernent plus Malte, leur héritage est toujours bien vivant à travers leurs églises magnifiques et leur emblème omniprésent, la croix à 8 pointes. Leur influence est particulièrement visible dans le domaine de la religion. Ils ont renforcé le catholicisme des Maltais. De nos jours, le siège de l'ordre de Saint-Jean est à Rome, mais l'île est restée son centre spirituel. De nombreux chevaliers y vivent encore et perpétuent ses traditions et sa mission hospitalière. Il est certain que la longévité de l'ordre de Saint-Jean est une conséquence directe de sa victoire à Malte. Celle-ci leur a assuré une place à part dans l'histoire européenne et a insufflé une vie nouvelle à la cause chrétienne. Charles Huot de Montmagny est issu d'une famille originaire de la région d'Azay-le-Rideau, en Touraine, dont l'ascendance noble remonterait au règne de Philippe le Bel. Pour entrer dans le prestigieux ordre de Malte, dont plusieurs Huot firent partie, il incombait aux prétendants de prouver leur noble ascendance. Ce dont on est sûr, c'est que la plupart des ancêtres de Charles Huot remplirent des fonctions importantes, notamment dans la magistrature, et qu'ils jouirent à la fois d'une solide notoriété et d'importants revenus. Toute sa vie, Charles Huot fera preuve d'une grande piété et cherchera à défendre la chrétienté. En témoigne son entrée dans l'ordre de Malte, au sein duquel il ne cherchera jamais à s'enrichir. Le 1er juillet 1622, Charles Huot scelle son destin en quittant Paris pour gagner l'île de Malte, afin d'entrer dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Depuis 1619, le commandement de la Nouvelle-France, autrement dit du Canada, est placé sous l'autorité de Samuel de Champlain, lieutenant de Richelieu, fondateur de la ville de Québec. Les nouvelles concernant sa santé n'étant guère rassurantes, la Compagnie de la Nouvelle-France propose à Richelieu de le remplacer par Charles Huot de Montmagny. Celui-ci est nommé premier gouverneur en titre de la Nouvelle-France le 15 janvier 1636. Puis il se fait immédiatement remettre les clés du fort Saint-Louis des mains de Marc-Antoine Bras de Fer de Châteaufort, que l'on prétend être aussi un chevalier maltais. Il entreprit l'édification de fortifications pour protéger les colons, les religieux et les magasins de la compagnie. Il confie l'esquisse des plans de la ville haute de Québec à Jean Bourdon, ingénieur arpenteur. Et c'est Huot lui-même qui choisit le nom des toutes premières rues de la ville de Québec,
où il fait transformer le château Saint-Louis, demeure officielle du gouverneur, en une forteresse de pierre et de briques avec corps de garde.